Fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Romain Koudjoti, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Siméon Achekba, Sika Naomi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Ouais d'accord, avion la voie, ouais d'accord, milagro hello, ouais d'accord, avion la voie, ouais d'accord, milagro. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Canal K en Suisse alémanique. Au sommaire de notre édition de ce samedi 5 avril, les assises de la diaspora togolaise et du gouvernement tenu le 8 mars dernier à Paris. Quelle perspective d'avenir? Nous accueillerons par téléphone en direct depuis Paris et ici même en Suisse des responsables des associations de la diaspora togolaise, notamment Synergie Togo, CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, et le CRD Togo, Conseil de résurgence de la diaspora. Eh bien, amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, dans la deuxième partie de cette émission des 20h, donc, notre débat panafricain nous amènera au pays des éléphants, justement la Côte d'Ivoire. Nous parlerons du fonctionnement de la justice et du processus de réconciliation qui peine toujours à être effectif dans ce pays avec le transfèrement tout récemment de Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Merci à nos radios partenaires VRA, Voix de la Résistance africaine basée en Allemagne, et Radio Denigba installée aux USA également. Cette émission est synchronisée en direct sur Radio Démocratique Internationale Gabonaise, RDIG, et également en rediffusion sur Radio Manguebo FM à Melun en France. Dans un instant, notre éditorial. Les événements ne comptent que pour ceux qui en pâtissent ou qui en profitent. Ils ne sont rien pour ceux qui les ignorent ou ceux qui n'atteignent pas. Chères sœurs togolaises, chers frères togolais de la diaspora, et vous, fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur cette pensée de François René, tirée de ses mémoires d'outre-tombe, que nous vous convions à débattre ensemble avec nous ce soir sur la fameuse question des assises de la diaspora togolaise. En effet, depuis plusieurs mois déjà, on annonce avec trompette et tintamarre l'organisation des assises de la diaspora togolaise, un programme piloté par le ministère des Affaires étrangères et supposé mettre à contribution les filles et fils de la terre de nos aïeux qui, pour des raisons aussi diverses que multiples, se sont allés s'installer dans les 4 coins du globe. L'initiative semble avoir une importance capitale du côté de Lomé, à telle enseigne que durant la première moitié du mois de mars, la zone Europe et la zone Amérique du Nord ont eu leurs propres assises. Un portail Internet fut même créé pour soutenir la chose, c'est-à-dire les assises de la diaspora. Des sources dignes de confiance nous assurent que le concept est très vite passé à la liste du langage officiel de l'État, créant du coup un nouveau vocabulaire sacrément entretenu auquel tout bon Togolais doit très vite s'adapter. Seulement voilà, l'initiative des assises qui est arrivée avec fracas, tel un ouragan, pour bouleverser le ciel serein des Togolais, n'a pas pris du temps avant d'alerter l'esprit des observateurs les plus avisés qui se sont mis à s'interroger sur le pourquoi de la chose. Eh bien, d'où vient subitement ce grand intérêt des autorités togolaises à la diaspora
qui jusque-là était perçu comme l'ennemi de la patrie qu'il fallait forcément abattre. Pourquoi lui fait-on une si grande confiance du jour au lendemain au point de recourir à ses services? L'immigré togolais a-t-il réellement besoin du Togo comme on voudrait le lui faire croire? Autant d'interrogations qu'il importe de décrypter pour éviter le risque d'être mené en bateau vers des destinations inconnues en comprenant à fond les tenants et les aboutissants d'un programme qu'on vient nous vanter comme le seul et unique sésame qui nous permettra d'ouvrir les portes de notre bonheur. Comment peut-on comprendre que le gouvernement veuille demander aux immigrés togolais de mobiliser leurs ressources matérielles comme financières pour le développement économique de leur pays, alors que ce même gouvernement ne les a jamais associés à la gestion sociopolitique du Togo, comme le pouvoir ne songe d'ailleurs pas le faire si tôt. L'importance économique de notre diaspora ne fait l'objet d'aucun doute, et surtout lorsqu'il s'agit de son rôle dans la vie et la survie des populations sur place. Nous n'en voulons pour preuve que le montant du transfert d'argent réalisé pour l'exercice de l'année 2013 qui se chiffre à environ 170 milliards de francs CFA. Eh bien, très peu de nos ressources nationales pourront rivaliser avec ce prix. C'est peut-être pour cette raison que la diaspora est devenue d'un seul coup un acteur principal potentiel dans le projet de développement du pays aux yeux du pouvoir. Mais c'est avoir la vue bien courte que de ne pas comprendre que le poids démographique de cette diaspora est tout autant considérable que son importance économique. Les autorités togolaises sont-elles en mesure de donner le chiffre exact des Togolais de l'étranger si on sait qu'elles se sont toujours obstinées à recenser cette population, pourtant estimée officieusement à près de 2 millions d'âmes? La principale raison de ce refus n'est qu'un secret de polichinelle pour tous les Togolais. Le pouvoir le tient pour une certitude que le vote des Togolais à l'étranger est synonyme de l'écroulement de son empire bâti sur des farces électorales à répétition qu'il lui sera trop difficile, voire impossible de contrôler en Occident. Une chose est cependant sûre, la diaspora togolaise, du moins dans sa grande majorité, n'a nullement l'intention de servir de foin pour nourrir l'âme de personne. Autrement dit, elle ne compte point se conformer avec un rôle d'investisseur au Togo et de financier de l'État sans la garantie de tous ses droits. Il est temps de nous associer pleinement à la gestion de la vie publique de notre pays en tenant compte chacun de nos droits civiques et publics. Et le premier de ces droits consisterait à rendre officiel le recensement des Togolais vivant à l'étranger, accompagné bien sûr de la reconnaissance de leurs droits au vote. C'est une question de logique et cohérence, et le gouvernement togolais n'a autre choix que de s'y appliquer si véritablement il lui tient à cœur d'intégrer la communauté de la diaspora togolaise au reste de la population. Sans quoi, comme nous l'avions dit au début, les événements ne comptent que pour ceux qui en pâtissent ou qui en profitent. Ils ne sont rien pour ceux qui les ignorent ou ceux qui n'atteignent pas. Merci d'être connecté sur le www.canalk.ch et bienvenue au programme panafricain de Fenêtre sur l'Afrique. Afrique Petro, on a d'amour, so glosso mibia. Et los en la do, so glosso mibia. Et los en la do, mimi la zundo et tout la zundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troelo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troelo. So glosso mibia. Et los en la do, so glosso mibia. Et los en la do, mimi la
zundo et tout la zundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, milagro hello. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, milagro. Eh bien, avant de prendre nos invités de la diaspora qui sont déjà en ligne en direct depuis Paris, et nous allons prendre, ou bien nous vous proposons tout de suite une réflexion de notre correspondante Fabi Kouassi, et qui fait une réflexion intitulée « Le club des chefs d'État de la CEDEAO face aux enjeux électoraux en 2015 ». Nous vous proposons de l'écouter. Bonsoir à tous. Réunis à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire dans le cadre de leur 44e sommet, les présidents bien élus et mal élus de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest semblent préoccupés par les processus électoraux auxquels doivent faire face l'année prochaine, 2015, 5 pays de la communauté, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria et le Togo. Hormis le Nigeria qui s'efforce d'organiser des élections démocratiques, les 4 autres sont habitués au processus mouvementé avec une palme d'or pour le Togo, champion hold-up électoral avec l'aval de la CEDEAO et autres organisations par le biais d'observateurs véreux. Dans la perspective des importantes élections prévues en 2015 au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Nigeria et au Togo, la conférence a exprimé sa ferme détermination à contribuer à ce que ces scrutins se tiennent dans un environnement paisible, consensuel et en conformité avec les normes régionales, peut-on lire, entre autres dans le communiqué des chefs d'État ouest-africains. Le langage reste diplomatique, certes, mais les normes régionales dont fait mention le communiqué sont celles de la démocratie. À cet effet, les dispositions du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance sont assez claires, notamment en son article 1er, en son petit point B. Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes. Les chefs d'État, dont la plupart ne savent que faire de la notion d'élection transparente, doivent dépasser l'étape de la préoccupation et travailler à ce que leur père atteint du virus du pouvoir éternel abandonne toute velléité de tronquer la volonté du peuple contre la leur et celle de leur clan qu'ils servent au détriment de la grande majorité. Dans ce registre figure en première ligne Faure Gnassingbé qui n'a jamais gagné d'élection, de même que son père qui l'a succédé dans le sang dans une mascarade électorale inouïe. Les observateurs de la CEDEAO de connivence avec la dictature dynastique du Togo ont donné en blanc-seing à ce coup d'État électoral qui reste une innovation sur le noir continent. En termes de légitimité, la CEDEAO a fort à faire pour convaincre qu'elle est une force communautaire capable de faire respecter la vérité des urnes. Pour l'instant, du moins dans le cas togolais, elle reste une communauté caution de la tricherie, de la fraude et du gangstérisme en matière d'élection. Elle laisse un douloureux souvenir qui entache sa renommée pour avoir cautionné le hold-up et le génocide de 2005 au Togo, inaugurant l'ère de la démocratie dynastique, juste pour permettre à un fils des leurs, Faure Gnassingbé, de capter le fauteuil présidentiel. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest parlent dans leur communiqué du caractère paisible que doit avoir ces scrutins. Ces patrons ouest-africains sont censés savoir que si la volonté populaire est respectée, le caractère pacifique est acquis. Les violences viennent souvent du fait que leurs homologues foulant au pied le bon sens et les normes démocratiques se maintiennent vaille que vaille au trône et ouvrent la porte à toutes les dérives. C'est de la légitime défense pour un peuple de revendiquer que sa volonté soit respectée. La plupart des constitutions des pays de la communauté intiment l'ordre au peuple souverain d'obliger les régimes de non-droit à se conformer à leur volonté. Disposition reprise dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme en son alinéa 3, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. 2015 reste donc une année de tous les dangers en analysant les dirigeants en poste dans les pays qui iront aux urnes l'année prochaine. La CEDEAO doit mettre donc les bouchées doubles pour que la démocratie puisse triompher. Un pari hautement risqué pour une institution de plus en plus non crédible aux yeux des peuples ouest-africains. Le président ghanéen John Mahama, qui vient de prendre la présidence de la communauté, saura-t-il redorer le blason d'une CEDEAO au service d'une démocratie en demi-teinte? Les rendez-vous électoraux de 2015 nous édifieront. Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Afin qu'ils participent au développement de leur pays d'origine, le gouvernement togolais a organisé le 8 mars dernier à Paris des assises régionales avec la diaspora, regroupant des cadres dans divers domaines et d'activités. Estimé à plus de 2 millions, ces Togolais vivant à l'étranger, notamment en Europe, aux USA, Canada, que sais-je encore, sont longtemps considérés comme un bloc d'opposition radicale et ne sont pas recensés par le gouvernement togolais. Malgré son importance démographique et économique, la diaspora togolaise n'a pas droit au vote. Pourtant, la seule année 2013, cette diaspora a envoyé près de 170 milliards de francs CFA, dont la plupart sont des aides familiales. Pourquoi le gouvernement veut-il maintenant impliquer cette diaspora dans son programme de développement au Togo, longtemps considéré comme hostile à sa gouvernance? Le régime togolais choisira-t-il lui-même sa diaspora? Y a-t-il des perspectives d'avenir pour ces assises régionales de la diaspora et gouvernement? La diaspora togolaise aura-t-elle enfin le droit au vote? Sera-t-elle finalement recensée? Plusieurs interrogations auxquelles tenteront de répondre par téléphone dans un instant des responsables des associations de la diaspora togolaise. Bien justement, parlant de ces assises régionales de la diaspora togolaise, nous accueillons tout de suite en direct depuis Paris Dr Martin Amouzou. Il est médecin, il est président du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Martin Amouzou, bonsoir. Bonsoir, Amos. Bonsoir, Kaneka. Merci beaucoup, Dr Martin Amouzou. Je viens de le dire, vous êtes président du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Eh bien, le CMDT a participé le 8 mars dernier à Paris aux assises de la diaspora et du gouvernement. Alors, dites-nous concrètement ce qui a motivé le CMDT à participer à ces assises, vu que le CMDT a longtemps lui-même réclamé le recensement et le droit de vote de la diaspora. En vain. Merci à vous de donner cet espace de temps au CMDT pour rappeler à ceux qui n'ont pas suivi le processus ce que nous avons pourtant largement diffusé avant cette participation. En effet, bon, je rectifie, je ne suis pas le président. Au CMDT, il s'agit de coordinateur général. D'accord, ok. Bon, donc, nous avons participé à ces assises avec une délégation, mais avec un processus qui ne nécessite pas que je vous le décrive ici. Le CMDT je partirai en disant quand même que le CMDT, qui a maintenant 5 ans, est-il encore nécessaire de rappeler à la communauté togolaise et du Haut-Togo ce qu'il est, ce qu'il fait, comment fonctionne-t-il et sur quel principe il défend. Le CMDT est une organisation de la société civile dans la diaspora togolaise. On a bien compris. Cette organisation défend les intérêts généraux de la diaspora. Vous avez largement, dans votre introduction, évoqué les devoirs, les droits de cette diaspora. Donc, le CMDT défend les intérêts généraux de la diaspora. D'accord. Des devoirs qui sont déjà connus. La population togolaise qui est dans la misère aujourd'hui sait que l'apport de la diaspora atténue au moins sa pauvreté. Et donc, c'est déjà un... Les droits, cette diaspora a aussi droit à ses droits. Nous avons évoqué le recensement, vous l'avez dit, le droit de vote, vous l'avez dit, donc ça, nous l'avons déjà dit. Comment fonctionne-t-elle sur une base démocratique? Parce que c'est sur des coordinations et des partenaires que le CMDT fonctionne. Et sur quel principe? État de droit, intérêt général et le développement du Togo. D'accord, docteur Martin Amouzou, et ce sont ces droits qui, en réclamant le droit de la diaspora, ce sont ces droits qui vous ont motivé à participer à ces assises le 8 mars dernier à Paris. Finalement, est-ce que le CMDT est satisfait de cette rencontre avec le gouvernement? Pour être clair avec vous,
le CMDT a été invité cette fois-ci. Donc, à une invitation, nous on répond, mais la discussion a été âpre en notre sein. Il s'agit ensuite des sujets qui touchent à la diaspora tout entière. Pensez-vous raisonnable que le CMDT, la diaspora, soit absente dans cette assise et laisser le gouvernement togolais seul parler au nom de la diaspora? Vous savez, on a perdu un grand homme en Afrique il n'y a pas si longtemps, Mandela, qui a dit « qui fait sans moi, fait contre moi ». Donc la diaspora togolaise ne peut pas ne pas être présente. Ensuite, la participation aux assises du CMDT, c'était aller apporter sa vision globale du problème du Togo. D'accord. Ma question la voici. Est-ce que vous êtes satisfait de cette rencontre, Dr Martin Amouzou? Justement, on ne peut pas être satisfait parce que ceux qui sont venus, le programme de la diaspora, comme ils l'appellent eux-mêmes, programme diaspora du gouvernement togolais, ne visait que à rechercher les compétences, à puiser dans la diaspora les compétences dont elle a besoin. Vous croyez qu'on peut se livrer à ce marché-là? Il y a plus de conditions nécessaires, indispensables pour le CMDT pour que nous puissions travailler avec le gouvernement togolais. D'accord. La restauration du climat de confiance. D'accord. Je vous comprends. Docteur Martin Amouzou, avant de continuer cet entretien que vous avez bien voulu nous livrer dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, il y a un problème de son. Si vous avez mis sur haut-parleur votre téléphone, je vous prie de le désactiver. Eh bien, justement, malgré l'apport financier énorme de la diaspora togolaise pour pallier la faillite des obligations régalienne des institutions togolaises pour la réduction de la pauvreté, eh bien pour certains Togolais, le pouvoir veut créer sa diaspora. Donc le CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, avait aussi lui-même affirmé que ce pouvoir empoche les subventions de la diaspora auprès des Nations Unies et des institutions européennes. Donc, docteur Martin Amouzou, donc en participant à ces assises, ne pensez-vous pas que c'est encourager le pouvoir ou lui envoyer un signal fort et pas la faiblesse de vos positions, docteur Martin Amouzou? C'est quoi la faiblesse de nos positions? Je viens de vous dire les bases sur lesquelles nous travaillons. Une base, on doit cerner le problème du Togo dans sa globalité. L'état de droit est indispensable. La défense de l'intérêt général et le développement. Bon, quand ce projet gouvernement togolais arrive et ne vient que chercher les compétences dans la diaspora pour renforcer ses besoins au Togo, trouvez-vous normal que nous, on s'implique dans cette démarche? Non, nous sommes allés pour apporter notre vision globale des solutions pour le Togo. Et malheureusement, comme certains l'ont déjà signalé, nous n'avons pas eu accès à la tribune pour exposer nos positions, mais nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Dès que notre participation a été annoncée, vous avez vu sur les sites les travaux que nous avons publiés. Et vous pouvez, en lisant ces travaux, savoir l'état d'esprit dans lequel était le CMDT. Docteur Martin Amouzou, vous venez de dire que vous n'avez pas eu assez pour exprimer ou bien pour présenter vos doléances au gouvernement togolais. Et quand même, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez regretté cette rencontre, docteur Martin Amouzou? Pas du tout. Nous n'avons pas rencontré cette rencontre parce qu'il fallait y être et apporter ce que nous savons faire. Vous savez, depuis 5 ans, nous avons rencontré les Togolais dans leur milieu, dans leur souffrance. Nous avons apporté tout ce que nous pouvons apporter et nous sommes plus à même de traduire auprès des autorités les souffrances, les besoins de la diaspora. Donc, s'ils sont sourds, si elles ne veulent pas nous écouter, c'est une autre affaire.
mais nous avons fait notre devoir et en accord avec la base, puisque nous avons fait des rencontres, des réunions, des débats avant de prendre cette décision, qui n'est pas une décision de M. Amouzou, c'est une décision collégiale. M. Amouzou a fait partie de la délégation, un point c'est tout. D'accord, donc pour vous, est-ce que les assises vont continuer, puisque vous n'êtes pas totalement satisfait de cette assise du 8 mars dernier à Paris? Oui, les assises continuent puisque ce n'est pas nous qui avons... Vous avez dit tout à l'heure que ces assises ont été financées. Effectivement, ces assises, comme nous avons demandé, ont été financées par la BAD et le PNUD. Donc, le Togo reçoit de l'argent au nom de la diaspora pour faire ce programme. D'accord. Ça, c'est clair. Ça, c'est une évidence. D'accord. Bon, donc, il y avait 3 assises prévues aux États-Unis, en Amérique plutôt, et en Afrique. La dernière a eu lieu vendredi dernier en Afrique. Donc on attend les résultats, le rapport qu'ils feront, et à partir de ce rapport, nous saurons ce qu'ils ont pu manigancer ou pas manigancer. Docteur Martin Amouzou, que répondez-vous à ceux qui dénoncent cette approche qu'ils qualifient de compromission avec le pouvoir? Bon, je pense qu'il leur manque beaucoup d'informations. La compromission n'est pas du CMDT. Nous travaillons avec des bases claires, une vision claire que nous avons. Ça nous étonnerait de dire qu'on va se compromettre avec ce régime. En tout cas, quand on pose cette question, moi j'aurais aimé qu'on puisse poser la question plutôt au régime, si le CMDT leur a donné quelque chose. Nous, il n'y a pas de compromis, il y a un dialogue, un point c'est tout. D'accord. Et on verra ce que ça va donner. Une dernière question rapidement, puisque vous êtes de la diaspora, et votre réaction sur la censure de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel de la communication, de l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Victoire FM. Eh bien, je rappelle quand même que le CMDT nous soutient, du moins moralement, à travers nos émissions. Eh bien, cette émission, qui est en quelque sorte également la voix de la diaspora, est prise de pair et d'une vraie démocratie au Togo. Votre réaction, Dr Martin Amouzou? Nous ne pouvons que vous soutenir, nous pouvons que soutenir le canal FM et puis Fenêtre sur l'Afrique, car pour nous, cet outil de communication est indispensable, puisque elle permet au moins que la diaspora soit en liaison, en communication avec le peuple togolais. Vous savez, ce qui est quand même l'essence d'une diaspora, c'est ressentir ce sentiment d'appartenance à une communauté. Le lien que vous faites entre ce que nous faisons ici avec le Togo, ne serait-ce que cela, renforce ce lien, est un besoin que nous apprécions. Donc maintenant, censurer Canal K pour des raisons... puisque l'information que vous avez pu nous donner, c'est parce qu'on vous a dit, vous avez dans vos émissions, il y a eu des propos qui appellent à la violence au Togo. Je dis au nom du CMDT, bien sûr, vous êtes un outil de communication. Vous ne pouvez pas maîtriser tout ce que vous invitez, les propos de tout ce que vous invitez. Un exemple. Si c'était un Béninois que vous avez invité qui parlait mal du Bénin, ou je sais pas, est-ce que on censurerait, le Togo va censurer? Non, vous trouverez auprès de nous un soutien pour vous. Merci. Et on fera ce qu'il faut le mois venu. Merci beaucoup, docteur Martin Amouzou, coordinateur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Ici lomé.com, togoactualité.com, togo-online.co.uk. C'est
fenêtre-togo.org sont nos partenaires, nos sites, partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, notre deuxième invité est déjà en ligne également en direct depuis Paris, Camille Lawson-Body, président de Synergie Togo. Synergie Togo qui est une association qui défend les droits humains pour une véritable installation de la démocratie au Togo. Camille Lawson-Body, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Merci d'être en direct avec nous dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Et justement, une assise de la diaspora et gouvernement ont eu lieu le 8 mars dernier à Paris. Là, vous êtes bien informé, je le pense. Alors, pourquoi Synergie Togo n'a-t-elle pas pris part à cette assise? Est-ce que le gouvernement togolais ne vous a-t-il pas invité à cette assise? Écoutez, malheureusement, c'est le cas de le signaler ici. Nous n'avons pas été conviés à ces assises. Alors, nous ne savons pas quelles sont les raisons qui ont conduit aux organisateurs de ces assises de ne pas convier une organisation de la société civile comme Synergie Togo, qui travaille sérieusement avec aussi bien le gouvernement togolais que la société civile au Togo. Alors, vous savez, vous introduisez le débat sur un point justement qui appelle à poser les questions sur la mise en place de cette organisation et le rapprochement du gouvernement togolais avec la diaspora, et même si ce sont avec les fonds internationaux, nous pensons à Synergie Togo que le procédé qui a été initié n'est pas le bon. Il n'est pas le bon, ce n'est pas simplement parce que nous n'avons pas été conviés, parce que nous avons évidemment eu l'information. Pour la petite histoire, lors de la tournée de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, Monseigneur Barriga a pris la peine de nous inviter, de nous convier à sa rencontre. Nous avons eu plusieurs échanges, même si nous n'avons pas participé à cette commission, nous avons été plus qu'invités, si vous voulez. Nous avons été, on nous a demandé notre participation active à cette commission. Et là, nous n'avons rien eu. Bon, mais ça, c'est la petite histoire. Mais nous pensons que la façon dont cette organisation a été mise en place avec les fonds internationaux, la démarche est vraiment pas la bonne, dans la mesure où, d'une part, il faut faire un petit rappel dans le passé et voir la raison pour laquelle des millions de Togolais se retrouvent à l'étranger et constituent aujourd'hui ce qu'on appelle communément la diaspora. Parce que comme les chiffres que vous savez circulent, il y a plus d'1,5 million à 2 millions de Togolais à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui a conduit la plupart des Togolais à l'étranger? Vous savez que ça passe par les violences électorales qui ont mis beaucoup de Togolais à l'étranger, les répressions de la population par le passé, et puis donc un exode économique qui a conduit les Togolais à partir. Mais si vous faites l'analyse sectorielle de la diaspora togolaise, ce n'est pas la même configuration que certains pays. À savoir que les Togolais, pour la plupart, sont diplômés, ceux qui sont à l'étranger, possèdent des compétences dans plusieurs domaines avérés, et donc doivent pouvoir effectivement contribuer sérieusement à l'économie, à la vie politique, à la vie sociale, à la vie participative du Togo. Or, nous assistons aujourd'hui à un moyen détourné un peu on dirait qu'il y a une cooptation de certaines personnes au sein de la diaspora qui pour amener ce programme à terme. Et malheureusement, justement, je ne vous coupe pas. Parlons justement de ces assises-là du 8 mars dernier, diaspora et gouvernement, à travers bien sûr ces assises diaspora et gouvernement, certains Togolais pensent déjà à une récupération politique d'un système vieux de 48 ans et qui a longtemps ignoré donc l'existence de la diaspora. Camille Lawson-Body, est-ce que vous comprenez ces inquiétudes de ces Togolais? Oui, nous en sommes
informés régulièrement parce que notre organisation qui œuvre au sein de la diaspora en France notamment et dans d'autres pays en Europe et même aux États-Unis, nous recevons régulièrement des messages de nos compatriotes qui nous disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous n'êtes pas conviés? On aurait dû avoir un pré-travail qui est fait pour qu'on puisse sérieusement, si c'est une volonté de la part du gouvernement togolais de mettre en place un programme sérieux, je pense que la démarche, elle n'est pas bonne. Donc nous avons régulièrement des personnes, des compatriotes de la diaspora qui nous signalent ces faits en disant on pense que c'est de la récupération politique et nous sommes assez d'accord avec cette image que reflète ce programme. Pour la raison suivante, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, je pense qu'il faut que le gouvernement togolais règle un certain nombre de problèmes qui met la diaspora togolaise en confiance pour commencer à travailler avec elle et ces problèmes qui peuvent être réglés, on peut se baser notamment sur la commission que je citais tout à l'heure, la commission Vérité, Justice, Réconciliation, qui a fait un certain nombre de recommandations. Ces recommandations auraient permis, si elles pouvaient être mises en place, auraient permis de mettre la diaspora togolaise en confiance, de prôner une vraie réconciliation, et ce qui aurait permis un rapprochement sain avec le gouvernement togolais. Et donc les personnes qui ont été mises en cause dans toutes ces violences et les recommandations qu'apprenait la commission Vérité, Justice, Réconciliation jusqu'à présent n'ont pas été mises en place. Donc la diaspora continue à avoir cette espèce de méfiance vis-à-vis du gouvernement togolais. Et de plus, cette commission, cette CVJR, a prôné un certain nombre de réformes qu'il faut mettre en œuvre. Ces réformes-là, la CVJR, les conclusions datent déjà de plus de 2 ans et jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun élément. Il y a un ministère qui a été créé et jusqu'à présent, il n'y a rien qui se passe pour prôner cette confiance-là. La deuxième chose que je voulais dire vis-à-vis de cette organisation des assises de la diaspora, c'est que avant que les Togolais de la diaspora puissent participer activement à ce rapprochement, je pense qu'ils sont suffisamment, la plupart des pays dans lesquels nous évoluons, nous avons un système démocratique qui prône la bonne gouvernance, qui a une justice qui fonctionne. Alors si je pense que le Togo doit pouvoir passer ce cap-là, de prôner cette bonne gouvernance, afin qu'on puisse utilement envisager des investissements au Togo. Parce que si vous avez une justice qui fonctionne mal, comment vous pouvez vouloir participer à la vie économique? On vous donne raison. Et effectivement, Camille Lawson-Bori de Synergie Togo, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a récemment rencontré le chef de l'État et pour discuter de vive voix des réformes politiques au Togo. Des leaders de l'opposition tiennent également des discours d'apaisement ces derniers temps. Maître Apévon Ducar appelle à un comportement de citoyen pour atteindre la paix sociale. Agdome Kodjo de Obu vient de lancer une grande campagne de sensibilisation des populations togolaises pour un réveil de conscience, de changement de cœur, de mentalité, des valeurs. Dans ce contexte dont se positionnent ces leaders politiques, ne pensez-vous pas que la diaspora, elle aussi, doit dialoguer avec le pouvoir, quand bien même cette diaspora doit insister sur son droit de vote ou sur son droit d'être compté? Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Lawson-Bori? Écoutez, la diaspora, effectivement, a ses droits. Et ces droits passent effectivement par le recensement et par le droit de vote. Ces questions-là ne sont toujours pas évoquées jusqu'à présent, alors qu'on demande à la diaspora de participer à la vie économique du Togo. Donc, on met la charrue avant les bœufs, à notre sens. Mais pour revenir à l'actualité politique togolaise dont vous parlez, nous pensons que c'est aux partis politiques. Je veux dire, la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles, pour
pour nous, organisation de la société civile, est un travail que doivent mener les partis politiques. Libre à eux, effectivement. Si vous remontez le problème qui se pose actuellement, à savoir les réformes institutionnelles et constitutionnelles prônées par l'accord politique global, vous vous rendez compte qu'il faut avoir un cadre consensuel pour régler ces problèmes. Et je pense qu'il s'agira aux partis politiques dans ce cadre-là, et pas dans le cadre d'une assemblée, c'est pas aux députés de régler ça, parce que ça n'a pas été ce qui a été décidé par l'accord politique global sur lequel tout le monde est d'accord et dont le chef de l'État lui-même fait référence. Donc on doit aller dans un cadre consensuel, et ce cadre consensuel n'est pas le cadre de l'Assemblée. À ce moment-là, c'est aux partis politiques de décider, de coopter des gens avec lesquels ils peuvent, donc des organisations de la société civile, d'autres partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, pour pouvoir mener à bien ce débat qui concerne la totalité des Togolais. Ça n'est pas que les partis représentés à l'Assemblée nationale qui sont concernés par le problème des réformes au Togo. Donc, nous pensons que nous n'avons pas à discuter avec le chef de l'État ni le parti au pouvoir. Nous pensons que c'est aux partis politiques de le gérer, quitte à ce que ces partis politiques, lors d'une mise en place d'un cadre consensuel, cooptent des associations de la société civile pour participer avec eux à ce débat-là. Justement, on tire pratiquement vers la fin de cet entretien que vous avez bien voulu nous livrer en direct dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique, synchronisée également en direct sur Radio Démocratique Internationale Gabonaise RDG, également en rediffusion sur Radio Manguebo FM à Melun en France. Eh bien, Camille Lawson Body, Synergie Togo nous a beaucoup soutenu dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique, qui est également la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Fenêtre sur l'Afrique qui est considérée également comme une voix de la diaspora togolaise. Alors, votre réaction suite à la censure de la HAC de notre émission, de cette émission sur Radio Victoire FM et Camille Lawson Body? Alors, je suis bien évidemment choqué par cette décision, surtout lorsque l'on lit le communiqué que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a publié pour justifier de cette interdiction. Vous savez que la HAC, de manière générale, a toujours, ça n'est pas la première fois, et malheureusement, c'est le cas dès lors que des voix portent pour dénoncer un certain nombre de problèmes qui se posent au Togo, la HAC est là pour censurer. Et nous sommes sérieusement déçus par cet énième coup de force de la HAC qui vis-à-vis de la diaspora, d'autant plus que, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Fenêtre sur l'Afrique est une voix de la diaspora qui passe à Lomé. Les compatriotes au Togo nous appellent régulièrement pour dire, voilà, on a écouté ça, on voit que la voix de la diaspora porte, et c'est très important pour les Togolais qui vivent au Togo de savoir que la diaspora participe activement à la vie économique, sociale, politique du Togo. Et on se permet d'interdire, pendant même qu'on veut discuter avec la diaspora, on se permet d'interdire la voix de la diaspora sous des prétextes qui nous semblent totalement fallacieux. On parle, enfin, si vous lisez le texte, les barres vous en tombent. Donc vous comprenez bien que nous sommes particulièrement déçus, et en tout cas à Synergie Togo, nous soutenons activement cette émission, et nous soutenons Radio Canal K, et nous mettons en œuvre, nous avons prévu des programmes, des manifestations, des choses pour pouvoir soutenir votre radio. Merci beaucoup, Camille Lawson Body, président de Synergie Togo, une association qui défend les droits humains pour une véritable installation de la démocratie au Togo. Merci et cordiales salutations à nos compatriotes depuis Paris. Bonsoir et à bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Radio Denis Bon, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci d'être câblé sur le www.canalk.ch, je le disais, en synchronisé en direct sur Radio Démocratique Internationale Gabonaise, RDIG, également en rediffusion sur Radio Dénigment, la VRA, la voix de la résistance africaine, et également Radio Manguebo FM à Melun en France. Nous parlons justement des assises de la diaspora et justement à l'honneur, et c'était à l'honneur ce soir dans cette émission, aux associations de la diaspora togolaise, le CMDT Synergie Togo. Et là, en direction Genève, en Suisse, on reçoit tout de suite Dr Edem Achou Kwasi, qui est le coordinateur du CRD, Conseil de résolution de la diaspora togolaise. Dr Achou Edem Kwasi, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos et bonsoir et nos lumineuses et précieuses pensées à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier, de même qu'à tous les hommes de par l'humanité. Eh bien, j'espère que vous êtes bien informés du programme Diaspora et Gouvernement, un programme du ministère des Affaires étrangères de la coopération. Eh bien, pourquoi le CRD Togo n'a-t-il pas pris part à cette assise? Est-ce que le gouvernement ne vous a-t-il pas invité pour cette rencontre? Nous n'avons, Sylvain, pas manifesté le désir auprès du gouvernement de participer à ces assises, dont nous avons dénoncé l'opportunité le 26 janvier dernier par la voix de notre coordinateur délégué chargé de la stratégie politique, de la prospective et des affaires juridiques, M. Angelo Akakbo. Nous estimons que pour nous, il serait pour le moins plus utile d'investir les fonds alloués par les partenaires vraiment dans le mieux-être de nos concitoyens, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture et le logement, qui posent des problèmes très criards actuellement sur le terrain au Togo. Donc, le gouvernement savait un peu notre position et il n'oserait pas alors nous inviter. Donc, voilà. Bon, vous croyez ou bien vous pensez que le gouvernement ne vous a pas contacté, et tout simplement, puisque longtemps cette diaspora était considérée comme un bloc d'opposition et radical à la malgouvernance du pouvoir au Togo? Non, le gouvernement était intéressé plutôt par les différentes structures de la diaspora. Et ceux qui se sont rapprochés de ça leur fait plaisir. Mais nous avons dit que oui, la démarche en elle-même est pertinente, puisque au niveau de l'Union européenne, de l'Office international de la migration, il y a pas mal de programmes mis en place pour les diasporas. Mais c'est la manière dont notre pays procède que nous récusons. Nous disons que ça serait mieux fait. D'accord. Et comme ce n'est pas ça, alors le CRD a dénoncé et le gouvernement a vu que on ne sera pas un bon interlocuteur pour son opération de charme. D'accord. Et bien justement, à travers cette rencontre diaspora et gouvernement, certains Togolais pensent déjà à une récupération politique de ce système qui est vieux près de 48 ans, et bien qui a également ignoré l'existence de cette diaspora. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes? Sylvain, une chose est certaine, les assises de la diaspora sont davantage orientées vers l'élite que vers la grande majorité des Togolais, qui sont quand même pas des élites dans la diaspora. Alors que l'apport au développement du Togo est financé par tous les Togolais non résidents. Et on l'a dit, c'est plus de 180 milliards de francs CFA. Donc, il apparaît que la politique d'intégration sérinée par le gouvernement est à double vitesse. Il faut séduire les élites de la diaspora togolaise tout en méprisant les autres Togolais. Vous voyez que ça pose problème. Ce qui, en clair, apparaît comme une intégration choisie dans la matrice, une forme à l'envers de l'immigration choisie, pratiquée en Occident et dont Sarkozy est le chantre. Ce qui amène à inférer que la démarche du gouvernement est partisane et problématique. On peut dès lors comprendre le problème de confiance que relèvent certains, d'où la suspicion dont ils font montre.
Docteur Edem Atou Kwasi, merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, le CRD Togo vient de rendre public le 2 avril dernier une adresse au peuple togolais dans laquelle vous soulevez la faillite du régime et des partis politiques. Et vous avez également appelé le peuple à une prise de conscience contre la classe politique dans son ensemble et particulièrement le pouvoir. Eh bien, tout en insistant sur un cadre de dialogue similaire au CPDC rénové, le CRD Togo, prenant acte de la déclinaison du jeu stratégique du pouvoir, UNIR recommande aux forces de l'opposition de se coaliser autour d'une stratégie gagnante arrimée au dépôt d'une proposition de loi modificative de la Constitution portant sur les réformes au Parlement. Eh bien, voilà en bref pour nos auditeurs le résumé de l'adresse que vient d'adresser le CRD et Togo à la population togolaise. Donc, mais là, une inquiétude se pose. Si l'accord politique global a prévu, docteur Atou, si l'accord politique global a prévu un cadre de concertation pour dégager un large consensus, eh bien, c'est justement pour éviter le vote mécanique de l'Assemblée nationale et amener les politiques à discuter ou pour faire des concessions. Dans ce cas, ne trouvez-vous pas, docteur Edem Atou Kwasi, que les réformes peuvent se faire dans un cadre précis? Je vous remercie, Sylvain, pour cette question. Là, c'est un enjeu très stratégique qui mérite qu'on éclaire un peu l'opinion. Nous sommes au mois d'avril. Et au mois de septembre, c'est-à-dire dans 5 mois, on ne pourra plus, sans consensus, suivant le protocole ASP sur la bonne gouvernance, j'oublie un peu le truc là de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, on ne pourra plus sans consensus opérer de modifications constitutionnelles. Donc on est à 5 mois de l'échéance de ce deadline où rien ne pourra plus se faire. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le CPDC rénové, qui est au fait le cadre, le dernier des cadres, qui a fait pas mal de travail, a émis des conclusions pertinentes, mais qu'il faut revoir, il faut revoir certaines choses, et que tout le monde appelle de ses voeux que ce cadre soit mis en place. On voit que le pouvoir est en train de traîner les pieds, et ce n'est pas de façon inconsciente, c'est très stratégique. Maintenant, l'opposition crie le cadre, et à l'ouverture de la première session ordinaire de la 5e législature, le président de l'Assemblée nationale décline le jeu que le Parlement serait l'endroit idéal pour parler de ces réformes. Donc, on voit que le pouvoir RPT-UNIR en face procède d'un jeu tactique qui va amener progressivement l'opposition dans une certaine confusion, et eux, ils vont tirer leur épingle du jeu. Donc, nous disons que quoi? Moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité de participer au CPDC rénové. On aurait même pu avoir des résultats pertinents. Boudouna, en ce temps, il était tout puissant. Il bloquait tout. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans le cadre, comme eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils vont jouer au dilatoire et tout bloquer. Il n'y aura pas de consensus. C'est comme ça que, au but que moi je représentais, on a dit non, il n'y a rien à faire. Mais au moins, on a soumis des propositions, on s'est retiré pour l'histoire. Donc, aujourd'hui, on voit la façon dont le pouvoir RPT-UNIR fait. Il n'a pas la bonne foi. Non, je doute fort, nous au CRD, nous doutons fort qu'ils vont aller dans ce sens. Donc nous disons, bon, ok, comme c'est un jeu stratégique, ok, et la coalition Arc-en-Ciel et le CST, les deux, plus la représentante de sursaut, donc l'opposition classique, en dehors de l'UFC bien entendu, qui travaille avec le pouvoir, peut, avec plus de 5e du Parlement qu'il rassemble, introduire une proposition de loi modificative de la Constitution qui va porter sur nous qui sommes au niveau de l'opposition, ce que nous désirons, à savoir la limitation du mandat,
à savoir l'élection à deux tours. Il y a quelque chose dont on ne parle pas trop, c'est le type de régime. Oui, docteur Edema Tchoukwasi, justement, on comprend votre inquiétude et effectivement votre approche de solution. Est-ce que ce ne serait pas un piège et par rapport à ce que vous... à tout? Loin de là, Sylvain, donnez-moi un peu de temps, je vais l'expliquer clairement. C'est-à-dire de 2006 à 2014, 8 ans, où le cadre consensuel a été bien mentionné. Vous avez vu comment la tactique a été faite. Au fait, la politique, c'est un jeu tactique. Il faut être stratège. Maintenant, le pouvoir RPT, c'est-à-dire l'erreur grave que l'opposition a fait, cette législature-là, quand ils ont fraudé, quand nous l'avons proposé à l'opposition de contester les résultats, ils l'ont pas fait. Donc, nous, quand on était au CRDT au Parlement européen, on nous a dit que c'est la première force de l'opposition à venir contester ces résultats, que si l'opposition se tue. Donc, au jeu de la communauté internationale, le pouvoir RPT, les dernières législatives, c'était correct. Et donc, on doit jouer un jeu démocratique. C'est ça notre piège. Donc, nous disons, comme ils veulent se jouer de nous, allons-y, prenons-les à leur propre jeu. Parce qu'il faut que nous gagnions du temps. Il ne faut pas qu'ils jouent au dilatoire avec nous, et puis on va arriver en septembre. Il faut que nous gagnions du temps. Nous avons le cinquième, en fait, le quota pour le blocage. Donc, on introduit la proposition de loi. Il est clair. Le RPT et ses alliés vont bloquer ça. Ils ont les 2 tiers du Parlement. C'est pas pour rien qu'ils se sont arrogés les 2 tiers. Ils vont dire, ok, qu'à cela ne tienne, nous allons introduire, nous allons faire voter au référendum les modifications constitutionnelles, tout en sachant que organiser ça, dans ces 5 mois-là, c'est pas sûr. Dès que les 5 mois vont passer, bon, la voie est ouverte pour le 3e mandat de force. Donc, nous, on gagne du temps en introduisant, c'est-à-dire en les contraignant avec notre proposition. Du coup, leur jeu ne leur donne plus le temps de jouer leur jeu à leur rythme. On les oblige à aller à notre rythme. Ils vont dire non, ils vont dire consultation du peuple. Et nous, dès lors que coalition arc-en-ciel, CST et tout le reste de l'opposition et ses parlementaires seront unis, demain, on mobilise le peuple. Et aujourd'hui, le seul cadre qui existe pour le moment, c'est l'appel des patriotes avec ses limites. Mais c'est un jeu stratégique. Et le temps est contre nous. C'est pour ça, au niveau du CRD, après mûre réflexion, on a dit, là où nous devons montrer qu'on n'est pas dans le sentimentalisme, mais on est dans un jeu stratégique et montrer à la communauté internationale que l'opposition togolaise est de bonne foi. C'est contraint, c'est-à-dire ne plus être à la remorque du pouvoir RPT Union, mais leur dicter notre agenda en introduisant cette modification, cette proposition de modification de la Constitution. Ils sont obligés de statuer là-dessus, ils sont obligés de dévoiler leur jeu, et là, si nous allons faire appel au peuple, on ne va pas dire que l'opposition togolaise est de mauvaise foi. Jugez-en par vous-même, M. Sylvain Amos. Puisque en faisant cela, l'opposition devrait être ensemble, et c'est ce que veut également cette population togolaise, une unité qui pourrait également remobiliser la population togolaise qui a tant souffert dans ce processus démocratique. Merci, docteur Edema Tchoukwasi, coordinateur du CRD, Conseil de résolution de la diaspora togolaise, de nous avoir accompagnés en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, en direct depuis Genève. Bonsoir. Remercie, Sylvain. Au fait, c'est le collectif de résurgence de la diaspora. Et pour finir, plaise à Dieu que sa lumière soit sur nous tous, pour que le monde sache au nom de qui et dans les grâces de qui nous émergeons. Parce que c'est important. Merci. Au revoir. Au revoir, Sylvain. C'est le pouvoir en place qui l'a dit. Et l'opposition l'a repris. Même pipe, même tabac. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué.